Bonjour à toutes et à tous. De la part de toute la rédaction, je vous souhaite une excellente année 2020. Au sommaire de ce 9 janvier, tout d'abord l'affaire Ravenel, ensuite le référendum concernant le projet de la Sueta et enfin un moment gourmandise avec la galette des rois. Bienvenue dans votre journal hebdomadaire du District de Nyon. Depuis que sa condamnation pour menace envers son épouse a été révélée dans la presse, Yves Ravenel est poussé à démissionner de la présidence du Grand Conseil. Mardi, la tenue de la première séance de l'année du Parlement était retardée. Le temps pour le syndic UDC de Trélay de faire le tour des groupes et de plaider sa cause avant de renoncer à présider cette séance. Les réactions des députés au micro de Florian Cavalleri. La justice a fait son travail, elle a rendu une décision, il était condamné pour des menaces qualifiées, c'est-à-dire pour des menaces qui ont été effectuées à l'encontre de son épouse. Ce sont donc des violences domestiques. Nous estimons qu'une condamnation de ce type-là est incompatible avec la fonction, raison pour laquelle nous demandons à M. Ravenel de prendre ses responsabilités et de présenter sa démission au Grand Conseil. Les Verts rappellent que la violence conjugale est un fléau. Chaque année dans le canton de Vaud, ce sont 4 cas qui sont enregistrés par la police cantonale. Ici, c'est le président du Grand Conseil qui est condamné. Alors si le Grand Conseil n'a pas les moyens de destituer un président du Grand Conseil, il est de son devoir aussi de lui rappeler l'exemplarité de la fonction. Et selon nous, sa fonction devient incompatible avec cette condamnation. Donc le groupe des Verts en appelle à la responsabilité du président du Grand Conseil face à ses responsabilités de président. Moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas impliqué dans cette affaire-là. Je dis simplement que vis-à-vis des Vaudoises et des Vaudois, j'aimerais qu'il y ait une façon élégante de traiter ce dossier et que surtout la population ne puisse pas dire qu'on est tous des pourris en politique parce que ce n'est pas le cas de M. Ravenel, ce n'est pas le cas des députés, c'est une affaire de vie privée qui déborde évidemment. Parce que dans ces affaires de divorce, vous savez bien que des femmes blessées ou des hommes blessés, il y a toujours des problèmes et des conséquences par rapport à ça. Voilà. On a eu une séance de groupe ce matin, on a renouvelé notre confiance en Yves Ravenel, on a eu des explications qui sont beaucoup plus claires et précises que ce que vous avez lu certainement dans la presse, donc on a eu ses propres informations. On va nous dire « Ah, mais vous n'êtes pas très objectif, etc. » Non, mais d'un autre côté, c'est pour l'instant, on n'a encore pas convoqué sa femme, c'est pas nous qui sommes au tribunal pour le moment. J'ai bien vu qu'il y a un lynchage médiatique, il y a un lynchage politique sur un homme qui est maintenant cassé, il faut bien le reconnaître. C'est un homme qui, c'est pas facile, il y a de la souffrance. Un divorce, c'est jamais simple. Aujourd'hui, nous avons une version des faits qui est dans les médias, une version des faits que nous avons entendue tout à l'heure, qui nous a été présentée, et je tiens à le souligner très courageusement par M. Ravenel. Nous, ce que nous souhaiterions, cas échéant, c'est que cette ordonnance soit publiée, qu'on la connaisse, qu'on parle tous le même langage. Moi, comme avocat, j'aime bien les interprétations, mais je me fie finalement qu'à la réalité juridique telle qu'elle peut résulter de cette ordonnance. Et c'est à partir de là que nous verrons si et dans quelle mesure c'est encore compatible avec la fonction exercée par M. Ravenel. Pour moi, c'est une surprise totale qui m'a beaucoup choqué. Et je suis en pensée avec sa famille qui doit être maintenant exposée à le déroulement complet de cette histoire dans la presse. Et je pense que j'ai une pensée pour la famille en particulier. Yves, qui est un ami, est confronté à une situation extrêmement compliquée actuellement. Personnellement, je pense que dans une situation telle que la sienne, l'exemplarité a été nommée plusieurs fois et est très importante. Donc si sa fonction est affaiblie par cette situation, je pense qu'il doit démissionner. À noter qu'Yves Ravenel communiquera sa décision quant à son maintien à la présidence du Grand Conseil le mardi 14 janvier à 9h30. Dans un communiqué écrit, l'UDC Vaud annonçait mercredi soir que le premier citoyen du canton souhaite réserver la primeur de sa décision aux représentants du peuple vaudois. Le syndic de Trélay entend faire toute la lumière et toute la transparence sur l'affaire qui a conduit le ministère public à prononcer sa condamnation. Le sort du futur quartier de la Sueta se jouera dans les urnes le 9 février prochain. Depuis mi-décembre, une association Oui à la Sueta s'est constituée pour faire face
au comité référendaire. Nous recevons Chloé Besse, présidente du Parti socialiste de Nyon. À vos côtés, Rachel Cavarnia-Deblu, présidente du Parti libéral radical de Nyon. Toutes deux à la coprésidence de l'association Oui à la Sueta. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Pour rappel, le conseil communal de Nyon avait voté en faveur de ce projet le 1er avril. Selon le projet, les immeubles de la Sueta et des Lupins devraient disparaître au profit de nouveaux immeubles comportant au total près de 390 logements. On commence avec une question toute simple. Qui est-ce qui compose l'association Oui à la Sueta ? Alors, nos 3 partis la composent, donc le Parti socialiste, le PLR ainsi que les Verts, et puis également le promoteur de la Sueta pour le nouveau quartier. Et ainsi que, il ne faut pas les oublier, plusieurs habitants de l'actuelle Sueta et puis qui vont être logés dans le futur projet. Vous avez cité les promoteurs, le logement social Remont. Il se dit d'ailleurs que ce sont les promoteurs qui sont à l'origine de cette association et qui l'ont montée. Est-ce que c'est vrai ? Alors, ils ne sont pas à l'origine de l'association. À l'origine de l'association, il y a nos 3 partis, comme l'a rappelé Chloé. Les promoteurs, la société coopérative nous a apporté le matériel de campagne, les informations qu'ils avaient réunies, mais ce ne sont pas eux qui sont à l'origine de l'association. C'est bien les partis politiques qui soutiennent et qui croient au projet de la Sueta. Les votations auront donc lieu le 9 février. Vous arrivez très tard dans cette campagne. Pourquoi avoir attendu autant longtemps avant de vous constituer en association, Chloé Besse ? Alors, je ne pense pas qu'il faut dire qu'on arrive très tard dans la campagne. Il y a toujours 2 moments quand il y a un référendum. Il y a le moment de la récolte de signatures qui a été faite par les initiants du référendum, où là, nous avons juste exprimé nos arguments à travers un communiqué de presse que nous avons fait début septembre. Et puis maintenant, il y a effectivement le début de la vraie campagne qui va commencer cette semaine. D'ailleurs, les référendaires n'ont pas non plus encore tellement battu le pavé. Ça va commencer ces jours avec notre présence sur les marchés et en semaine auprès des habitants et à travers différents débats publics. Mais la vraie campagne, effectivement, elle commence ces jours et pour notre camp et pour le camp adverse. On a eu le temps, cependant, d'entendre leurs arguments dans différentes interviews sur NRTV. Au Conseil communal, on sait que votre relation entre le PS et le PLR est toujours assez souvent tendue. Donc cette alliance, aujourd'hui, elle peut paraître surprenante. Comment vous la justifiez ? Allez-y. Le PS et le PLR sont effectivement divisés sur certains sujets, mais savent s'unir et collaborer à l'image de ce qui se fait aussi au niveau du canton de Vaud quand ils croient à une solution commune, et c'est le cas de la Sueta. Et le fait que nos 2 partis, nos 3 partis avec les Verts soutiennent ce projet lui donne d'autant plus de crédibilité. Chloé Besse, lors du dernier conseil communal, vous avez démissionné de la présidence de la commission des finances au vu aussi de cette situation. Vous disiez viser justement le PLR qui est ici à vos côtés en le mettant face à ses responsabilités. Finalement, aujourd'hui, une politique de consensus, vous êtes obligé d'y revenir malgré vous. Moi, je pense qu'en politique, les projets sont nombreux, sont multiples, mais que le consensus, on essaye toujours de le trouver et puis d'y tendre, et que le projet qu'on a ici présentement sous les yeux est bon et qu'il faut le soutenir, et qui date maintenant de l'année dernière, et que dès le départ, LPS, LPLR ont voulu le soutenir, et que là, on va continuer à collaborer ensemble, et que la collaboration se passe extrêmement bien, et je le salue. Aujourd'hui, j'aimerais vous entendre sur vos arguments, les arguments que vous souhaitez défendre pour soutenir ce projet de la Sueta. En résumé, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, ce qui est au centre de ce projet, il ne faut pas l'oublier, ce sont les locataires et les habitants. Ils vivent actuellement, ceux qui n'ont pas encore été relogés, dans des locaux qui sont vétustes. Le projet a une vision ambitieuse, se veut être un quartier modèle, tant sur le plan urbanistique écologique, et c'est à eux avant tout qu'on doit penser, et aux Nyonnais, parce qu'il y aura des logements supplémentaires pour les enfants de Nyon à des prix abordables.
Ça, c'est pour le côté urbanistique. Justement, vous avez cité aussi le côté écologique que défend avec ferveur le comité référendaire Nyon Demain, et le refus de l'abattage des arbres. Qu'est-ce que vous répondez, Chloé Besse ? Par rapport à l'abattage des arbres, je pense que le futur projet tel que proposé par LSR démontre exactement l'inverse. Effectivement, des arbres vont être abattus. Ce qu'on peut leur répondre, c'est que quasiment l'entier des arbres qui vont être abattus sont malades, mais surtout qu'un grand nombre d'arbres supplémentaires va être planté. Ce que les référendaires insistent aussi, c'est que attaque la biodiversité et l'écologie. Quand on parle de biodiversité, on pense bien souvent aux arbres, mais il faut aussi toujours penser au niveau du sol, au niveau des plantations diverses et variées. Et le nouveau projet va accentuer sa diversité, pas seulement au niveau des arbres, qui seront évidemment bien plus nombreux, mais également au niveau des sols. Il y aura des arbustes qui vont être plantés, des prairies, et en plus une situation bien plus florissante et bien plus diverse qu'actuellement. Rachel Cavagna-Doblu, vous nous parliez de ce projet en tant que projet pilote, exemplaire. Quelles sont les caractéristiques qui le définissent justement en tant que tel ? Alors, actuellement, les bâtiments qui constituent le complexe de la Sueta permettent très peu d'échanges sociaux entre les actuels occupants. L'objectif du nouveau projet, c'est de vraiment créer un lieu de vie et des échanges entre les commerces de proximité qui auront leur place et des voies de circulation avec la promotion de la mobilité douce pour créer vraiment un lieu d'échange social et de vie. Plusieurs référendums tout au long de cette législature. Chloé Besse, est-ce que c'est le référendum de trop ? Je suis d'avis pour dire qu'effectivement, je pense que à présent, concentrons-nous sur les travaux du Conseil communal et faisons confiance au Conseil communal et à ses décisions et avançons sereinement jusqu'à la fin de la législature et faisons confiance aux délibérants, je pense. Ouais. Est-ce que c'est celui de trop ? Le peuple a décidé de se prononcer sur ce sujet et nous sommes dans une ville aux instances démocratiques, donc je respecte cela. Rendez-vous donc dans les urnes le 9 février. Chloé Besse, Rachel Cavagna-Doblu, merci d'avoir été avec nous. À la maison, pour en savoir plus, à noter que NRTV et La Côte organiseront un débat public le 16 janvier à 20h à la salle du Conseil communal à Nyon. Toujours dans le domaine de l'urbanisme, la municipalité nyonnaise veut insuffler davantage de vie aux arcades de la vieille ville en renforçant notamment l'attractivité commerciale. Cette semaine, 3 séances publiques ont présenté l'identité et les objectifs du plan d'affectation vieille ville. Autre dossier, la présentation du projet Colline de la Murat qui aura lieu le lundi 13 janvier à 19h30 à la salle du Conseil communal. L'affectation, c'est un outil qui nous sert à planifier le développement d'une ville, l'urbanistique. C'est ce qu'on appelait anciennement un plan de quartier, mais qui permet aussi, dans le cadre de règlement de construction, d'affirmer certaines règles. Donc c'est un petit peu général. Maintenant, la nouvelle terminologie, c'est les plans d'affectation. Alors revenons à celui concernant la vieille ville. Quel était l'objectif ? Qu'est-ce qui s'est dit ? Alors, on a mis à jour l'ancien règlement de la vieille ville qui date des années 80, fin des années 80. Et là, on dépose un plan d'affectation qui permet de gérer les droits constructibles et de donner les droits constructibles dans l'ensemble du périmètre de la vieille ville. Donc, on a certains périmètres qui sont déjà légalisés par les plans de quartier, mais on a tout le centre-ville qui est justement cette partie vieille ville qui, elle, a ce vieux règlement qu'on a remis à jour. Et l'objectif, en fait, c'est un petit peu innovateur, mais on a travaillé par objet. Donc, on a travaillé sur chaque maison, chaque parcelle a une note architecturale qui est donnée par le canton ou la confédération. Et en fonction de ces bâtiments, on peut lui donner un certain potentiel, soit de rénovation, d'extension, de construction. Et c'est vraiment ce travail, d'horloger qui a été fait, de travailler parcelle par parcelle dans le cadre de la vieille ville, ce qui permet d'être assez souple, pas avec un règlement général, mais vraiment de s'occuper des objets en eux-mêmes et de la sauvegarde du patrimoine nyonnais, de ce centre-ville qui est magnifique. L'un des objectifs, c'était aussi d'augmenter l'attractivité justement de ce centre-ville.
Oui, c'est un problème qu'on a un petit peu dans toutes les villes. Hein. C'est l'activation commerciale, c'est ces rez-de-chaussée commerciaux. Donc là, on a mis aussi en place un système qui nous permet, disons, de donner des orientations sur l'occupation des rez-de-chaussée par rapport à des commerces ou des activités en fait qui ont une activité avec des gens qui passent, avec des gens qui viennent, que ce soit des commerçants ou dans d'autres cadres, là, ça peut être du public, mais surtout que ce soit pas des vitrines froides, mais des lieux où les gens passent, où les gens viennent pour justement donner cette vie à ce centre-ville. Alors justement, vous avez prononcé le mot vitrine froide. C'est extrêmement difficile pour la municipalité nyonnaise parce que vous êtes très peu propriétaire finalement de bâtiments au centre-ville. Par quel biais vous allez passer ? Alors dans ce règlement, enfin dans ce plan d'affectation, on a défini l'utilisation des rez-de-chaussée en demandant que ça soit justement soit commercial, soit des activités publiques, mais où il y ait toujours du passage. Donc on ne veut pas d'occupation tertiaire, que ça soit simplement des bureaux. Alors les bureaux sont autorisés, mais au premier étage, mais pas dans les rez-de-chaussée. D'accord. Comment était reçue justement la présentation de ce plan d'affectation Vieille-Ville ? Alors ça a bien passé. Après, c'est vrai qu'on n'a pas les présentations publiques qu'on a fait, on n'a pas rentré dans les objets en eux-mêmes, mais d'une manière générale sur ce plan d'affectation et ce règlement, c'était très bien reçu. Je crois que on a enfin la possibilité de clarifier pour la vieille ville tous ces droits de construction par rapport aux objets, parce qu'on a régulièrement des demandes de permis de construire et que maintenant on aura un outil qui sera très clair aussi bien pour les propriétaires que pour les architectes et la ville pour réglementer ces droits de construction. Autre plan d'affectation, il concerne ce magnifique lieu très pittoresque de la vie nyonnaise, la colline de la Murat. Alors là, c'est vrai qu'on est dans un endroit qui est magnifique, c'est un petit bijou en ville de Nyon. Et ce qu'on a souhaité, c'était préserver ce lieu magique au centre de Nyon. Donc on a travaillé plus sur l'esprit du lieu et sur les bâtiments existants. Donc dans ce plan d'affectation, en fait, on a autorisé certains aménagements de bâtiments existants, des extensions. Puis il y a quelques parcelles qui sont constructibles, mais toujours dans l'esprit du lieu, qui sont quand même des maisons ouvrières. Et ça reste vraiment dans cet esprit-là qu'on a fait ce plan d'affectation. Et c'est pour ça qu'on l'a détaché en fait du PPA Vieille-Ville, puisqu'on n'a pas tout à fait la même manière de travailler sur les deux emplacements. Et en bref, l'actualité avec Joël Brunner. Après être passé par Athènes, Genève ou encore Nyon, la flamme olympique s'arrête définitivement à Lausanne pour la cérémonie d'inauguration des Jeux olympiques de la jeunesse 2020. Du jeudi 9 au 22 janvier, ce sont 940 filles et 940 garçons âgés de 15 à 18 ans qui s'affronteront sur quelques 81 compétitions différentes. Soit ski, curling, luge ou encore hockey à 3 contre 3, une multitude de sports seront proposés gratuitement au public pendant cette quinzaine. De quoi attirer les quelques 100 000 spectateurs attendus pour apprécier cet événement sportif d'envergure internationale. Le Stade Nyonnais et le FC Sion se livrent un véritable bras de fer administratif. Après avoir dirigé les Nyonnais pendant 6 mois et les avoir menés sur le podium de Promotion League, l'entraîneur Ricardo Dionisio a rejoint le club valaisan de Super League vendredi 3 janvier. Le problème, le technicien de 37 ans est lié au Stade Nyonnais jusqu'en juin 2021 et aucun accord n'a été trouvé entre les deux clubs. Une affaire loin d'être bouclée et qui pourrait bien finir devant la justice. Une affaire à suivre dans notre émission sportive. Le Nyon-Saint-Cergue va bientôt remplacer ses vieux trains. La compagnie de chemin de fer a passé commande de 6 nouvelles rames pour un prix total de 36 millions de francs. Ces rames sont financées de façon égale par l'État et par le canton et permettront à la compagnie de se mettre en conformité avec la loi sur l'égalité pour les handicapés. Ce nouveau matériel devrait être livré entre le dernier trimestre de 2021 et le premier semestre de 2022. Faute de candidats, l'association des commerces de Nyon pourrait s'arrêter si personne ne se présente d'ici au 15 janvier, date de l'assemblée extraordinaire visant à élire un nouveau comité d'au moins 5 personnes. Les membres devront voter sur une dissolution ou une mise en veille de l'association. Pour rappel, en octobre dernier, fâchés et déçus par la tournure qu'avait pris la campagne et le résultat du référendum contre l'ouverture des magasins jusqu'à 19h le samedi, le comité avait démissionné en bloc. Marisa Benedetto, présidente de la SIC, revient sur la dernière manifestation organisée par son association, le marché de Noël. Il est plutôt positif malgré la météo qui n'a pas été très clémente avec nous. Nous avions préparé de nombreuses animations pour des grands et des petits qui malheureusement n'ont pas pu avoir lieu de la manière dont on le voulait. C'était le dernier événement organisé officiellement par la SIC Nyon. Oui, exactement. Et du coup, vous n'êtes pas associé cette année à la Galette des Rois.
Alors, la SIC, cette année, n'a pas voulu organiser la galette des rois du fait que je ne me sentais pas honorer cette manifestation, étant donné que cette manifestation faisait partie du budget 2020 de la SIC. Et comme on ne sait pas où on va avec la SIC, c'était pas possible de demander des cotisations à des membres pour une association qui risque de mourir. Justement, qu'en est-il de la SICNION? Est-ce que vous avez reçu des candidatures pour reprendre les rênes de cette association de commerçants? C'est le néant total. Daniel Rossella l'a dit, il faudrait peut-être professionnaliser l'organisation de ces événements pour apporter un second souffle. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis tout à fait d'accord avec Daniel Rossella. Je pense que là, on a atteint un niveau de bénévolat sans entendement. Il y a un moment, il faut professionnaliser les choses et peut-être rémunérer les gens. Là, à ce stade, je pense que tout travail mérite salaire ou rémunération. Alors justement, ça sera peut-être une des discussions de la prochaine assemblée de la SICNION qui aura lieu le 15 janvier prochain, dans une semaine. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a toujours aucun candidat prêt à reprendre les rênes de cette association. Non, à ce jour, personne. Et qu'est-ce qui va se passer si cette association s'arrête au 15 janvier? J'en ai aucune idée. Pour le moment, on verra bien ça le 15. Qu'est-ce qu'il en découlera? L'Association des artisans boulangers pâtissiers de Nyon-la-Côte célébrait ce lundi l'Épiphanie. Une fête était organisée pour la première fois sans la société industrielle et commerciale et reprise au pied levé par Steve Rougemont. Lundi matin, NRTV suivait les préparatifs dans le laboratoire du célèbre confiseur pâtissier. Alors, nous sommes 6 boulangers de Aubonne, en passant par Arzier, Nyon et aussi Givrin qui vont fabriquer cette galette. Pour vous, on sait que c'est une tradition. Suite à la démission de la SIC, vous avez repris la préparation de cette galette au pied levé. Pour vous, en tant que boulanger, qu'est-ce qu'elle représente, cette tradition? Alors, c'est une tradition ancestrale de nos anciens, M. Marty, M. Bouvray, qui avaient créé ça il y a plus de 20 ans en arrière. Et pour eux, et du fond du cœur, on a vraiment envie de la faire. Alors on s'est mobilisé et malgré tout, on l'a réalisé, quoi. On va la réaliser, c'est ça. On sait que pour la boulangerie Rougemont, c'est aussi une journée spéciale. En ce lundi, normalement, vous êtes fermé. Vous avez décidé d'ouvrir pour cette journée. Donc la galette, ici, combien de grammes? Qui prépare? Qu'est-ce qu'on fait? Alors aujourd'hui, oui, c'est le 6, c'est la fête des rois. Donc on a ouvert spécialement pour cette journée. Nous sommes environ 8 à avoir préparé dans mon établissement la galette des rois aujourd'hui. Et nous avons caché plusieurs centaines de fèves et aux clients de les découvrir. Aux clients de les découvrir aussi ce soir parmi la fête. Donc attention aux dents, vous l'aurez compris. Combien de kilos de pâtes pour ce soir? Oh là là, chacun a fait environ 200 parts avec sa recette, sa pâte feuilletée, sa masse frangipane. Et c'est à la ville de Nyon, aux gens de la ville de Nyon de venir déguster pour savoir laquelle ils préfèrent. Donc à vous de choisir et vous aurez donc préparé toute la manifestation de la journée. Qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon et de beau? Quand? Pour ce soir? Alors ce soir, on a un cortège avec les rois mages depuis la place du Midi qui vont défiler dans la ville au son des tambours. Les tambours, ce sont les jeunesses du coteau qui viendront taper au tambour. Et puis après, un orchestre de jazz sur la place du château avec la distribution de la galette, vin chaud, chocolat chaud. La galette, on l'aura compris, donc c'est ici qu'elle a été faite avec 6 autres boulangers. Ça sentait drôlement bon. Est-ce que vous avez peut-être une recette à la maison qu'on puisse la faire facilement, cette galette? Ah non, c'est du secret, ça, on dit rien du tout. Une recette facile, sans donner votre ingrédient secret, ça on l'aura compris, mais une recette facile. De quoi? Non, de frangipane. Alors non, on prend de la pâte feuilletée, on étale la pâte feuilletée et on prend de la masse amande qu'on mélange un petit peu avec la crème vanille, un petit peu de noisette. Dans la mienne, il y a un petit peu d'orangeat. D'accord, donc ça sera... Et on étale et on ferme, on cuit à 200 degrés pendant environ une demi-heure. Et vous avez commencé Sans oublier de cacher la fève. Sans oublier de cacher la fève, le meilleur pour la fin. Vous avez commencé ce matin très tôt, 2h du matin, une longue journée pour vous. Comment vous vous sentez tout simplement dans cette journée de fête et de tradition? On se sent motivé pour aller jusqu'à ce soir. Donc les heures de sommeil vont être comptées aujourd'hui, mais on est fiers de pouvoir présenter la galette avec mes collègues ce soir et les amis de la boulangerie qui vont nous aider aussi et les anciens collègues. Merci beaucoup pour ce moment. Merci.
Et puisque je trouvais la fève et que je suis la reine, vous l'aurez compris, je vous propose une deuxième tournée de galettes. Retour en images sur les festivités du lundi soir. Bonsoir. Expliquez-nous pourquoi vous êtes là ce soir. Ah, parce que je suis avec mes petits-enfants. J'aime bien aller faire le cortège. Et pourquoi c'est important de partager cette tradition avec vos petits-enfants? Parce que c'est sympa. La lumière et tout ça, c'est sympa. Je vais faire avec les 3 rois en chemin et on va aller au château, je pense. Ça ressemble tout le monde, puis on partage la galette. Ça fait plaisir aux enfants et puis on gronde avec le vin chaud. On représente la FJDN ce soir, la Fédération des jeunesses du district de Nyon. Et on est ici parce qu'en fait, mon patron, M. Rougemont, m'a demandé de venir taper les tambours en ville pour pouvoir avoir les gens qui descendent de chez eux, qui suivent le cortège pour la fête des rois. Alors ça y est, vous l'avez eu cette galette? Oui, avec joie. Il faut patienter. Pas plus que les autres années, non. C'est sympa, on retrouve les gens qu'on n'a pas vus toute l'année. Puis c'est l'occasion de leur dire bonne année, leur souhaiter les bons vœux. C'est sympa, il y a de l'ambiance. C'est l'ambiance, c'est super. C'est magnifique que la ville de Nyon nous offre ça. Je trouve ça très sympa, en plus c'est gratuit donc et c'est un moment de partage et de convivialité. Et les 3 rois mages, vous les trouvez comment? Ah bah ils sont très bien déguisés, hein, genre vraiment. Non vraiment, hein, genre ils se maquillent mieux que certaines filles. Hein. Ce soir, c'est une tradition que vous vivez depuis 20 ans. C'est quoi votre rôle exactement? C'est maquiller les rois, c'est les maquillages. J'ai commencé à les faire grâce à quelqu'un qui est le consul des Finlandes qui m'a fait découvrir les peintures. Parce que les gens ils pensent que c'est de l'aquarelle, mais ce n'est pas de l'aquarelle, c'est de la peinture de théâtre et spécifique. C'est grâce aux boulangers que cette tradition, elle perdure. Pourquoi c'est important pour vous qu'elle perdure, cette tradition? Ça fait maintenant, je crois, plus de 10 ans que c'est les boulangers qui ont créé cet événement. Et c'est vrai qu'au début, on avait la SIC qui nous soutenait. Malheureusement, ils se sont enlevés. Donc voilà. Nous, on a respecté cette tradition. Donc c'est tous les lundis, le premier lundi du mois de janvier. C'est resté cette tradition et tant qu'on pourra la faire, on restera sur cette place. Vous êtes boulanger. Pourquoi elle est importante pour vous, cette tradition? Parce qu'il faut faire plaisir aux gens. On commence bien l'année avec tous ces gens. Ça nous fait plaisir de voir tous ces gens. C'est vraiment super sympa. Ça nous fait chaud au cœur. C'est une tradition, donc il faut que ça reste aussi. Et puis ça fait partie un peu de l'histoire et puis de toutes les choses qui arrivent dans l'année. Une vraie famille, hein, parce que vous vous êtes entraidés, partagez la farine, les œufs, la pâte, tout s'est fait ensemble. Exact. On est une vraie famille, une vraie pote, un vrai groupe de copains. On fait plein de choses ensemble et c'est super. Bonne année à vous. Merci, pareillement. Bonne année! Un plaisir de vous avoir retrouvé. On se retrouve la semaine prochaine sur vos écrans ou alors à travers les routes du district. À très vite.